Anybody home? Hello? Hey, Pam. Hello? Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu de bordel de merde. Oh, tu me rends dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, troll ce truc. Oh, ton cul. C'est mon génie. Après 5 ans d'interdiction, René Château vous présente Massacre à la tronçonneuse. Le film que vous allez voir relate la tragédie que vécurent un groupe de 5 jeunes gens, en particulier Sally Hardesty et son jeune frère impotent, Frankie. L'affaire est d'autant plus qu'ils étaient jeunes. Mais eussent-ils vécu très très longtemps, qu'ils ne se seraient attendus ni n'auraient souhaité une telle débauche de folie macabre que celle à laquelle ils assistèrent ce jour-là. Pour eux, une balade par un idyllique après-midi d'été devint un cauchemar. Les événements de cette journée devaient mener à la découverte de l'un des crimes les plus bizarres des annales de l'histoire américaine, connu sous le nom de Massacre à la tronçonneuse. Vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B. Cette semaine, une émission un petit peu spéciale enregistrée à la librairie Le Fayère. Bonjour à tous. Moi je suis Antonin du cinéma, de l'émission Le Cinéma est mort et aussi du cinéma Arvor. On a mis en place avec Julia, l'excellente libraire du rayon cinéma, cette rencontre avec Julien Sévéon qui est l'auteur de Massacre à tronçonneuse, une odyssée horrifique dont le volume 1 est dans les rayonnages. Et ce soir, donc à 20h30 au cinéma Arvor, vous pourrez redécouvrir ou découvrir Massacre à tronçonneuse de Toby Hooper dans sa restauration qui a eu lieu il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Alors Julien Sévéon, toi, t'as été journaliste à Mad Movies, à Mad Asia, t'es l'auteur de livres principalement sur le cinéma bis japonais, la blaxploitation. Et t'es l'auteur d'une grosse somme sur George Romero également, Mamoru Oshii aussi. Bon, les cinéphiles un peu vidéophages te connaissent bien ton visage parce que tu interviens beaucoup sur énormément de bonus DVD d'horizons très divers, de films bis italiens, hongkongais, américains, que ce soit dans le horreur, le fantastique, le polar, toujours dans du cinéma bis ou d'exploitation. En tout cas, on a peu de chance de te croiser sur des bonus d'un coffret Jacques Rivette ou Eric Romer, a priori. En tout cas, si on me le proposait, je déclinerais la proposition. Quel manque de courage. Chacun son domaine d'expertise. Et du coup, tout ce que j'ai pu lire de toi, c'est vrai que ton angle d'attaque, c'est souvent... on fait appel à toi, d'une part, pour ta très grande érudition en la matière, surtout
tous les domaines que je viens d'un peu de citer, et aussi sur voilà tout un travail de documentation énorme que tu peux faire, que tu as pu faire sur Romero et que tu fais désormais sur Tobe Hooper, et particulièrement cette saga Massacre à la tronçonneuse. C'est vrai que dans tes écrits, on peut se rendre compte, on peut avoir une sorte d'idée relativement précise de comment les films ont été fabriqués, à travers toutes les interviews que tu peux faire sur différents intervenants, des films en question, du contexte dans lequel ils ont été faits. Et là, donc, du coup, après t'être intéressé à pas mal à Romero ou au Chi, là, tu t'intéresses à cette sorte de film un peu météore de l'histoire du cinéma, j'ai envie de dire même mondial, hein. Pour moi, c'est vraiment Massacre à la tronçonneuse. On n'est même plus dans l'histoire du cinéma d'horreur, hein. On est dans l'histoire du cinéma tout court. C'est un film que je trouve personnellement un des films le plus fous qui existe, enfin des plus forts. Et là, tu t'y intéresses avec le talent qu'on te connaît pour ton érudition et tout le travail documentaire que tu peux faire. Je pense qu'on va déjà, on est quelques-uns ici là. Tout le monde a vu Massacre à la tronçonneuse. Donc on peut spoiler, on peut dire que ça se termine pas très bien. Toi aussi, tu as vu Massacre à la tronçonneuse ? J'ai essayé de le voir au moins une fois. Ouais, c'est bien. Mais on peut commencer par ça. C'est quoi ton premier rapport, toi, avec Massacre à la tronçonneuse ? Ça a été comme beaucoup de gens de ma génération, ça a été la découverte de la VHS René Château. Et puis ça a été un choc, c'est un film... pour moi, qui représente vraiment ce que doit être le cinéma d'horreur, c'est-à-dire que ça te laisse, une fois que tu as vu le film, tu n'es pas bien. Il y a deux types de cinéma d'horreur. Il y a l'horreur popcorn, c'est-à-dire c'est Scream, c'est même Halloween, c'est-à-dire c'est des films d'horreur qu'on regarde pour se changer les idées. Et puis il y a des films comme Massacre à la tronçonneuse qu'on peut pas regarder en se disant tiens, j'ai pas le moral ce soir, je vais me faire un petit film pour égayer ma soirée. Non, Massacre à la tronçonneuse, c'est quelque chose qui t'attrape à la gorge, qui te secoue comme ça pendant 90 minutes et qui te laisse après complètement pantelant. Donc je pense, comme tous les gens qui les ont vus, ici, je pense que tout le monde pourra avoir des expériences assez similaires, mais tous les lecteurs avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, tout le monde me parle effectivement d'un traumatisme, que ce soit la découverte, alors certains très jeunes, j'ai rencontré des lecteurs qui l'avaient vu à 8-9 ans, je les plains, mais même ceux qui m'ont découvert plus tardivement, y compris lors de la ressortie des 40 ans, il y en a certains plus jeunes qui l'ont vu à ce moment-là. Je ne connais personne qui est ressorti du film en disant oh c'était pas mal ou oh, c'est un bon film d'horreur. Non, c'est quelque chose qui touche vraiment profondément. Et c'est un film qui appartient à... On va dire qu'il y a peut-être 3-4 films qui sont vraiment des points hyper importants de tout ce courant du cinéma, de l'histoire du cinéma d'horreur moderne, qui va courir un petit peu de La Nuit des Morts Vivants, avec ensuite La Dernière Maison sur la gauche, ensuite Massacre à la tronçonneuse et un petit peu plus tard Halloween. Tu les cites tous dans ton bouquin, puis c'est vrai que c'est une histoire du cinéma d'horreur a été abondamment écrite et j'invente rien. Je voulais savoir enfin que tu nous parles un petit peu de en quoi ce film-là se rattache de ces films-là. Alors moi je mettrais Halloween dans une autre case déjà, parce qu'on rentre dans une autre approche du cinéma d'horreur, ce que j'ai tendance à appeler cinéma d'horreur popcorn. Alors c'est pas du tout une critique par rapport à Halloween, hein, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, mais qui n'a pas du tout la même teneur que les autres films que tu as évoqués. C'est-à-dire, pour moi, c'est La Nuit des Morts Vivants, La Dernière Maison sur la gauche, Massacre à tronçonneuse et puis I Spit on Your Grave. Pour moi, c'est les 4 films qui vont vraiment chambouler la face du cinéma horrifique. Pas seulement en Occident d'ailleurs, hein, parce que ce sont des productions américaines, mais qui ont eu un impact international beaucoup plus important. Et c'est des films qui cherchent à s'éloigner un petit peu de l'horreur plan-plan qui s'est développée depuis les années 40, 50, où l'horreur, c'est un genre qu'on va voir en couple un petit peu, faire peur à sa copine, un peu qu'elle se rapproche de nous, ou pour se faire un petit peu des petites sensations comme ça, mais c'est un genre souvent, en tout cas moi je le perçois comme ça, qui manque de substance. Dans les années 40, 50, même s'il y a beaucoup de choses à dire, il est utilisé pour parler de l'anticommunisme, il y a beaucoup de choses. Mais il faudra vraiment attendre 68 et puis Romero pour que le cinéma d'horreur revienne vraiment à des fondamentaux essentiels, c'est-à-dire la peur
pure, simple et brute. Et à partir de là, le cinéma d'horreur, ce ne sera plus jamais le même. Et justement, ces films aussi, alors tout le monde ne sera pas d'accord forcément pour I Spit on Your Grave, parce que c'est quelque chose d'un peu particulier aussi, mais au moins La Nuit des Morts Vivants et Massacre à la tronçonneuse, c'est des films qui ont réussi à dépasser leur statut de film clé du cinéma d'horreur pour devenir des classiques du cinéma tout court. À mes yeux, ce n'est pas possible qu'un historien du cinéma évoque les quelques 120 ans du cinéma sans parler de ces deux films-là. S'il ne le fait pas, à mon avis, il a des lacunes énormes. Est-ce que là, tu reviens pas mal aussi, il me semble que tu commences même ton bouquin là-dessus, et c'est d'ailleurs des pages très intéressantes, c'est sur le fait aussi que c'est de la production, évidemment en dehors d'Hollywood, on le devine très bien, et en même temps en dehors aussi de la côte ouest. Enfin, c'est-à-dire que nous, on appellerait ça en bon français des productions provinciales. Et ça, c'est assez important aussi. Oui, c'est un aspect très, 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 très important à mes yeux. Alors, j'avais commencé à en parler dans mon précédent livre sur George Romero. C'est un pur produit, effectivement, de ce cinéma régional. Et le cinéma régional américain, en fait, pendant des décennies, il n'a pas eu de reconnaissance. C'était considéré comme un peu cette image qu'on a en France, c'est-à-dire il y a Paris la capitale et le reste c'est la province. Et sauf que la province ça fait à peu près 95% du pays, il n'y a pas un problème ici. Et aux États-Unis c'est un peu la même chose, il y a toute cette production régionale qui s'est développée depuis les années 20-30, dont la plus grosse partie a complètement disparu parce qu'il n'y a pas eu effectivement ces volontés de sauvegarder ce cinéma-là. Mais il y a eu des tentatives de cinéastes qui n'étaient pas du tout liés à Hollywood, qui étaient juste des passionnés de cinéma tout court, et qui ont voulu faire leurs films coûte que coûte dans leur coin. Et ça a donné énormément de films totalement atypiques. On pense par exemple Carnival of Souls aussi, qui est passé complètement à la trappe dès sa sortie, personne n'en parlait, et puis ça a été redécouvert 20 ans plus tard, et tout le monde se dit mais c'est quoi ce chef-d'œuvre, qui c'est qui a fait ça? Et puis c'était un mec qui était perdu dans son bled, qui a fait aucun autre film par la suite. Et Tobe Hooper, c'est un petit peu l'histoire du cinéma au Texas. Texas, c'est un peu un no man's land à l'époque. C'est utilisé par des réalisateurs hollywoodiens qui viennent tourner là parce qu'il y a des décors, il y a des beaux décors. Mais localement, il y a très peu de réalisateurs. Et à Austin en particulier, il n'y en a aucun. Et Tobe Hooper, ça va être celui qui va permettre à Austin tout d'un coup d'intégrer la carte du cinéma américain. C'est grâce à lui plus tard que des films comme Desperado et tout ça vont pouvoir se faire. C'est grâce à lui qu'Austin va devenir, on peut dire, presque une plaque tournante du cinéma américain. Toujours actuellement. Faut dire que il y a des gens comme Richard Linklater qui n'a rien à voir avec le cinéma d'horreur, ou très peu, et non pas à la tête, mais une sorte de... Il y a Malik aussi, d'ailleurs, qui vient de là, mais en tout cas, c'est vraiment un lieu très central pour le cinéma américain contemporain. Ouais. Massacre à la tronçonneuse, c'est le film qui va permettre à toute cette petite industrie à Austin et plus largement au Texas de se développer. Donc c'est vrai que là aussi c'est quelque chose qui est très important. Et aux États-Unis, on commence depuis une petite dizaine d'années à s'intéresser à ce cinéma régional. Il y a des institutions qui essayent de récupérer des copies de ces films qui ont été tournés aux quatre coins des États-Unis, mais souvent qui existaient, quand on dit localement, c'est même pas au niveau de l'État, c'est au niveau de la ville où ils ont été tournés. D'ailleurs, le réalisateur qui avait fait ça avec l'argent du gars qui tenait la cafétéria du coin, il a projeté son film dans le drive-in de sa ville, et après le film a complètement disparu. Donc là-dessus, il y a un travail de recherche énorme qui doit être fait. Juste pour dire, par exemple, il y a, dans le domaine de la blaxploitation, il y a un cinéaste qui vient d'être redécouvert, on peut dire, par un Français en plus, qui a fait 4 films qui ne sont cités dans aucune étude au cinéma américaine, ce qui est quand même assez hallucinant, parce que la blaxploitation, c'est quelque chose maintenant qui bénéficie d'énormément de recherches aux États-Unis. Mais ce réalisateur, il travaillait dans son coin, je crois que c'était dans l'Alabama, et il est passé au travers de toutes les cases. Aux États-Unis, personne ne le connaît. Voilà, c'est un
c'est un spécialiste français qui l'a redécouvert. Et voilà, je pense qu'il y a encore énormément de recherche et de travail à faire autour de ce cinéma régional. Et c'est vrai que par rapport à la période aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Craven ou chez Romero, c'est aussi sûrement une décennie clé. Parce que c'est aussi un moment où culturellement il se passe des trucs dans le monde entier, de toute façon, et aux États-Unis également, de ce qu'on appelait la contre-culture, où d'un coup il y a eu un désir d'expression contre une sorte d'idéologie dominante et d'esthétique dominante, une volonté très forte d'aller contre ça, quoi. Et ces films en sont des représentants fameux. Ah, tout à fait. C'est un des points que j'ai vraiment voulu développer dans le livre, c'est que Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui est purement issu de la contre-culture. Et c'est quelque chose qui est qui a été peu évoqué, mais moi, en ayant l'occasion de parler avec pas mal de personnes qui ont été impliquées dans la création du film, devant ou derrière la caméra, c'était des gens qui étaient tous issus du milieu hippie. Alors c'est assez étonnant quand on voit un film d'une telle violence, on se dit c'était tous des adeptes du peace and love, et pourtant si c'était tous, ils me le disent encore, il y en a certains même qui disent encore moi je suis un vieil hippie quoi. Ils ont 70 ans, ils se considèrent encore comme ça. Et c'est vrai que ce film n'a pu exister que grâce à cette contre-culture. Et justement, il ne pouvait être que texan parce que à la fois le côté complètement rigide, rétrograde du Texas, mais aussi grâce à cette contre-culture qui s'est érigée contre ces tendances très largement partagées dans l'État. Et du coup, pour revenir sur la spécificité vraiment de Massacre à la tronçonneuse par rapport un peu au film qu'on avait pu citer, on sait que voilà, on a tendance aussi à pas mal analyser ce genre de film, que ce soit les productions régionales aussi, par un recours à des techniques plus documentaires en fait, par rapport par opposition à une esthétique hollywoodienne qui serait, on va dire, pour aller très très vite, beaucoup plus glamour, avec un réservoir de mythologique très très ancré dans l'Europe, justement, avec des créatures mythologiques ou des créatures de science-fiction, mais tout un attirail vraiment très proche du mythe ou de la culture populaire. Et tout ce cinéma-là, au contraire, avait une approche beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crue, ce qui correspond un peu à ce que tu disais aussi sur ces films-là, une violence très viscérale. Mais est-ce que Massacre à la tronçonneuse, je pose la question, je sais très bien ce que ça va être ta réponse. Massacre à la tronçonneuse, est-ce que sa principale force, c'est que c'est un film qui est uniquement cru, uniquement complètement réaliste? Tout le monde ici le sait, c'est un des aspects qui a fait sa force. Effectivement, il y a toujours la question, et qui continue encore, même pour ceux qui découvrent le film maintenant, où on joue sur cette double aspect tiré de faits réels, ce qui n'était pas le cas, et aussi ce qu'on voit à l'écran n'est pas réel. Donc cet aspect documentaire qui est super important, mais qui témoigne, comme chez George Romero aussi, Tobe Hooper, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup, qui a fait du film industriel auparavant, qui a fait des films, qui a fait de la publicité, donc qui a un peu ce background de documentaire, et qui approche le cinéma avec un regard différent de ses contemporains, en sachant pourtant que tous les deux, aussi bien Romero que Cooper, c'était des grands amateurs du cinéma hollywoodien. Romero, c'est classique, c'est John Ford, voilà, c'est des grosses productions. Mais pour autant, je pense tout à la fois pour des questions de budget, ils n'ont jamais eu les moyens de faire des grosses productions, ils n'ont jamais eu les moyens d'avoir des grandes stars dans leurs films, mais aussi dans une volonté d'ancrer leur cinéma dans un contexte beaucoup plus réel. Ils ont pris ce chemin d'une approche terre à terre, réaliste, et surtout très proche de la vie quotidienne de tout le monde. D'ailleurs, effectivement, comme tu parlais, la grande vague du cinéma d'horreur américain Universal, c'était des créatures issues de l'ancienne Europe, du vieux continent. Et là, tout d'un coup, dans La Nuit des Morts Vivants, c'est les voisins qui deviennent l'ennemi. Là, c'est qui ? C'est pareil aussi, c'est les voisins des grands-parents qui sont complètement dégénérés. Donc, on se rend compte que finalement l'horreur, elle n'est pas de l'autre côté de l'océan. On se rend compte au final aussi
si on retranscrit ça dans un climat un peu plus large, l'ennemi, c'est pas le Vietnamien aussi de l'autre côté du monde. La guerre, elle est sur place. Le danger, il est vraiment sur place, il est sur le territoire. Et c'est quelque chose aussi qui marque profondément à l'époque. Et c'est du coup aussi un côté, comme tu disais, voilà, ce côté très réaliste. Et aussi il y a aussi dans Massacre à tronçonneuse quelque chose de complètement hallucinatoire, qui est beaucoup plus marqué que dans La Nuit des Morts Vivants en termes de montage, et qu'on peut rattacher finalement au psychédélisme en fait, quoi, hippie justement, mais sur un mode au contraire pas du tout cucu les petits oiseaux et je fais un super voyage sous LSD, quoi. Au contraire, c'est vraiment c'est le bad trip. C'est le bad trip total, quoi. En fait, c'est des films qui sont finalement dont on a beaucoup parlé, Massacre à tronçonneuse, dont les auteurs ont eu finalement voix au chapitre au bout d'un moment. C'est des trajets un petit peu compliqués, forcément. C'est des films qui ont mis longtemps à être considérés par l'Académie, j'ai envie de dire, pour aller vite, mais qui finalement, par le travail des fanzines, par le travail de plusieurs critiques, par le travail des fans, finalement, c'est des gens qui ont, Tobe Hooper, Romero, Craven, finalement, ont pu parler. Et là, je disais que toi, tu vas aller par un travail d'historien ou de journaliste, vraiment aller chercher la vérité de la conception de ces films-là. Dans le cadre de Massacre à tronçonneuse, tu le dis assez vite dans ton bouquin, c'était aussi aller contre les propos ou les légendes qui traînaient, les contre-vérités qu'il pouvait y avoir sur Massacre à tronçonneuse. Et c'est vrai que tu es allé interroger tous les gens qu'il était possible encore d'interroger pour aller vérifier les propos de Tobe Hooper, qui apparemment était un petit zigoto. Tobe Hooper, c'est quelqu'un qui fait partie de ces réalisateurs qu'on appelle peu fiables. C'est-à-dire que si on cherche à avoir auprès de lui des éléments factuels, on ne va pas réussir à les obtenir. Alors, c'est pas forcément qu'il mente, c'est juste qu'il s'adapte à son auditoire, il s'adapte à son interlocuteur, et puis tout simplement, des fois, honnêtement, il s'en souvient pas, et il s'en fout. Et c'est quelque chose de vraiment important. C'est-à-dire que retracer l'histoire de Massacre à tronçonneuse, le tournage a démarré tel jour, non, parce que même lui, sur le tournage, il n'y avait pas de ce qu'on appelle un shooting schedule, un emploi du temps de tournage, il n'en avait pas. C'était quelque chose qui lui passait complètement au-dessus de la tête. Et le producteur, à un moment, justement, s'est un petit peu énervé à lui dire « il faut que tout soit planifié maintenant ». Il a dit « ok ». Il a fait un emploi du temps comme ça. Il est revenu ça c'est Daniel Pearl, le directeur photo, qui m'a raconté l'anecdote. Il revient le lendemain sur le set. Donc Daniel Pearl, il a tout préparé pour le plan qu'il lui a donné. Et Tobe Hooper lui fait « ah non, mais t'occupes pas de ça, ça c'était juste pour le producteur. On va continuer à tourner comme ça. Aujourd'hui, on va tourner telle scène. » Et Daniel Pearl lui dit « mais on peut pas continuer comme ça. » Il fait « ah non, mais c'est trop compliqué à planifier. » Voilà, il y a un côté do it yourself qui est totalement facile et qui contribue à la qualité aussi tout à fait unique du film. Complètement. Et tu citais Daniel Pearl, et moi c'est quelqu'un dont j'avais pas lu beaucoup de propos à propos de Massacre à tronçonneuse, et c'est un élément complètement clé du film. Il y a une longue interview dans ton livre avec Daniel Pearl, qui est donc le chef opérateur, mais qui a un peu bluffé tout le monde. Lui-même revient un peu là-dessus sur l'interview. C'est vrai que Massacre à tronçonneuse, quand c'est sorti, ça a impressionné beaucoup de gens. Bon, effectivement, le nom qui revient dans l'interview, c'est Spielberg, qui se demandait mais comment c'est possible d'avoir ce type d'image. C'est vrai que la première... Quand on parle de Massacre à tronçonneuse, on va dire c'est rugueux, c'est vraiment crado et tout ça, mais en fait techniquement c'est absolument imparable. Enfin, je veux dire, par rapport au contexte technique du 16 mm gonflé 35, il y a une qualité du piqué d'image, il y a des mouvements de caméra hallucinants, et Daniel Pearl, c'est quelqu'un auquel tu rends justice dans ton bouquin. Ouais. C'était important parce que effectivement Tobe Hooper, c'est la personne centrale de ce travail. Mais si Massacre à tronçonneuse a réussi à avoir cet aspect, c'est un travail collaboratif très très important. Et Daniel Pearl, c'est un élément essentiel. Je pense la fameuse scène qui je pense qui a travaillé beaucoup de réalisateurs, c'est celle du banc suspendu, où on a l'impression que la caméra passe au travers. Et il m'a raconté ça, Steven Spielberg, alors qu'il était en plein tournage, je crois que c'était 1941. Il y a Daniel Pearl qui passe sur le tournage. Il fait Daniel Pearl, ah mais c'est toi qui as fait Massacre à tronçonneuse. Il arrête le tournage
pour aller avec lui dans une roulotte pour pouvoir lui demander mais comment tu vas tourner cette scène. Et en fait, quand il raconte, c'est d'une simplicité mais tellement enfantine que je pense qu'il doit y avoir plein de réalisateurs qui se disent mais c'est pas possible, pourquoi on n'y a pas pensé? Et pourtant, c'est un effet qui est incroyable. C'est-à-dire, c'est le genre d'images qu'on voit maintenant régulièrement, mais qui sont faits en numérique, où on a l'impression de passer au travers de la matière pour arriver derrière. Sauf que lui, il le fait en 73, donc durant le tournage, sans effets spéciaux, et juste avec une idée brillante, quoi. Okay. This heat is just driving me crazy. I don't know if I can take much more. The condition of retrogradation is contrary or inharmonious to the regular direction of actual movement in the zodiac, and is in that respect evil. Hence, when malefic planets are in retrograde, and Saturn's malefic, okay, their malefice is increased. Have you been doing those Reader's Digest word power columns again? Jerry, it just means Saturn's a bad influence. It's just particularly a bad influence now because it's in retrograde. Hey man, you believe all that stuff your old lady's hawking me? I don't know. My granddaddy's buried here. Could we find out if anything happened to him? What's your granddaddy's name? Honey, that big, heavy feller's a standing with that flashlight in his hand. That's the sheriff. You go tell him your granddaddy's buried in there. Okay. He'll let you in. Thank you. Say, fella, I'm gonna run off with the girl a minute. You don't mind, do you? Honey, I'll get you to the sheriff. Come on. Hey, folks, let us through here. This girl's granddaddy's buried here. Been in there the whole time, unbeknownst to Clyde. Clyde didn't know anything there. He didn't know Clyde. Things happen hereabout they don't tell about. I see things. You see, they say it's just an old man talking. You laugh at an old man. There's them that laughs and knows better. Il y a une autre chose sur laquelle tu reviens beaucoup dans le bouquin, c'est tout ce rapport à la censure. Effectivement, Massacre à la tronçonneuse a eu beaucoup maille à partir avec la censure et puis plus largement à des critiques assez désastreuses. C'est intéressant, tout ce côté, je pense qu'on demande à quiconque, et même des gens qui ont vu Massacre à la tronçonneuse, de dire le champ lexical qui va se rapporter à la Massacre à la tronçonneuse. C'est sûrement gore qui va revenir en premier, le rattacher au cinéma gore, et effectivement Massacre à la tronçonneuse ne comporte au final qu'un effet gore à proprement parler, et c'est vraiment pas ce dont on se rappelle le plus dans le film. C'est ce moment où la tronçonneuse va sectionner un tout petit peu la jambe de Leatherface, mais au final non, il n'y a pas d'effet gore. Et c'est vrai que c'est hallucinant dans ton bouquin de voir tous les comptes rendus de censure, toutes les critiques qui décrivent le film imaginaire de Massacre à la tronçonneuse. Et ça, c'est assez sidérant. Ouais. L'une des forces du film, ça a été son titre. Massacre à la tronçonneuse, c'est-à-dire ça fait partie de ces titres comme Cannibal Holocaust. Immédiatement, on imagine les pires images possibles que notre cerveau est capable de créer. Donc déjà, avant de rentrer dans la salle, avant de voir le film, on s'attend à avoir une boucherie incroyable. Et cette boucherie incroyable, finalement, elle n'a pas véritablement lieu. Tout est suggéré. À la fois pour des questions de moyens, à la fois pour des questions aussi qui étaient totalement assumées. C'était un vœu aussi de la part de Hooper. Et c'est très amusant lorsqu'on prend les critiques qui sont arrivées entre 1974 et le début des années 80. On lit des choses et qui sont des comptes rendus totalement honnêtes de la part de ceux qui les ont écrits. Ils parlent de scènes qui n'existent pas. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer certains qui ont écrit ça à l'époque, et ils sont encore... ils me disent, je sais que cette scène n'existe pas, j'ai revu des dizaines de fois le film depuis, et pourtant j'ai encore ce souvenir présent, ancré en moi de l'avoir vu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'autres films dans l'histoire du cinéma qui ont été capables de créer un tel phénomène hallucinatoire. Oui, ça c'est fou, et je pense c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé sur le film, mais tu parlais de ce plan hyper iconique de Massacre à la tronçonneuse, de ce plan conçu par Daniel Pearl
de la maison, de la jeune fille qui va vers la maison et qui est pris en contre-plongée, et la maison prend de plus en plus de place. Et ce qu'on remarque aussi, c'est les fesses de l'héroïne qui sont somptueuses, et surtout en fait son dos nu. Et ça c'est très fort, parce qu'en fait c'est à cause de ce dos nu en fait que l'effet d'horreur qui va avoir lieu quand elle va être accrochée à un piquet de boucher va être complètement incroyable, et que beaucoup de gens vont avoir l'impression d'avoir vu le crochet rentrer dans le dos, parce qu'on a fait que de contempler ce dos nu. Ouais. Exactement, et c'est là qu'on voit que... Alors il y a eu beaucoup de rumeurs, même sur le tournage, où les gens disaient... des gens qui étaient du côté de l'équipe technique qui disaient que Toby Hooper, il sait pas du tout ce qu'il fait, il tourne, il a aucune notion de ce qu'est vraiment le cinéma et tout. Alors c'est vrai que beaucoup de choses se sont faites au niveau du montage, mais il avait des plans déjà qui étaient clairement établis, et ça en fait partie. Effectivement, voir ce dos dénudé avant et quelques secondes plus tard, voir l'autre côté, c'est-à-dire on la voit de face tout d'un coup et on voit juste un crochet, c'est un coup de génie. C'est-à-dire que ça demande rien du tout en effets spéciaux, on ne voit absolument rien. Et pourtant, là, ça fait partie de ces scènes qui nous prennent vraiment aux tripes et à la gorge. Ouais. Avant de nous passer la parole pour des questions, c'est un bouquin qui va être donc en deux tomes. Et là, ce premier tome est consacré exclusivement au film original de Toby Hooper. Et le deuxième s'intéressera vraiment aux suites remakes qui ont pu avoir lieu jusqu'à il y a 2 ans, il me semble, le dernier en tout cas. Je voulais que tu reviennes... parce que moi personnellement, clairement, pour moi, Massacre à tronçonneuse, je fais partie de ceux qui pensent que c'est le film... c'est presque l'accident terrible, c'est que Toby Hooper a fait un film absolument génial, et que je me dis, mais à quel point c'est pas accidentel ce truc-là. Il y a des films de Toby Hooper que j'aime bien, j'aime beaucoup Poltergeist, et certains lui refusent la paternité de Poltergeist, mais autant les Massacres à tronçonneuse, les suites que j'ai pu voir, même le 2, c'est des films qui m'intéressent beaucoup moins, que je trouve beaucoup plus on va dire classiques dans leur forme. Et toi, il y a quelque chose que je trouve alléchant dans ta présentation du tome à venir, c'est que pour toi c'est peut-être des films qui sont très représentatifs de l'histoire du cinéma horrifique américain. Tout à fait, ouais. C'est en fait... c'était quelque chose que je voulais développer aussi au travers de tous ces films, quoi, de 74 jusqu'à 2017, c'est que chaque film représente vraiment une époque donnée et s'inscrit dans une approche du cinéma horrifique et aussi reflète de certaines façons, alors pas toutes les suites, mais reflète certains aspects de la société américaine. Le 2, c'est quelque chose de flagrant, mais ça se retrouve aussi sur le commencement. Voilà, il y a des rapports à la guerre en Irak, par exemple. Il y a des choses qui ne sont pas du tout anecdotiques. Et on peut voir, en fait, au travers de toute la franchise Massacre à la tronçonneuse, on peut voir la manière dont le cinéma horrifique américain s'est développé depuis les années 70. Et c'était quelque chose que je trouvais très intéressant. I just can't take no pleasure in killing. There's just some things you gotta do. Don't mean you have to like it. Oh, please. Please. I'll do anything you want. Est-ce que Toby Hooper est vraiment conscient du choc qu'il a provoqué avec son film, en fait? Alors, Toby Hooper, son but, c'était vraiment ça. Il voulait faire le film d'horreur qui ferait peur à tout le monde. Voilà, c'est son inspiration. Ça, il me l'a bien confirmé. Ça avait été La Nuit des Morts Vivants. Il l'avait vu. Il a dit, je veux faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'il savait que ça allait fonctionner à ce point-là? Je pense pas. Mais il a passé par contre vraiment énormément de temps sur le montage, et je pense que le film a vraiment pris sa texture, son identité à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est probablement avec la musique, c'est la partie de création autour de Massacre à tronçonneuse qui a été la plus longue. Donc c'était quelque chose qui était totalement voulu, et je pense qu'il n'était pas du tout accidentel, pour en revenir là-dessus. Est-ce que tu pourrais parler du travail du son?
Alors, le son, c'était effectivement quelque chose de très 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 important pour Hooper. Il a signé une partie de la BO, d'ailleurs. Il s'est enfermé, là c'est pareil, c'est toujours très difficile parce qu'on a peu d'éléments factuels là-dessus, mais il s'est enfermé entre 3 et 6 mois pour créer la musique. Donc ça a été quelque chose qui a demandé beaucoup de temps. Et la petite anecdote, juste pour prendre conscience de à quel point c'était important, lorsque le film a été rediffusé à Cannes pour les 40 ans, il est arrivé dans la salle avant la projection, il y avait un essai-test, comme ça se fait toujours, et il n'arrêtait pas de demander aux projectionnistes plus fort, plus fort, plus fort. Et à un moment, il y avait le responsable de la quinzaine des réalisateurs qui dit on arrête, c'est pas possible. Ok, tu lui valides comme ça, mais on le passera pas aussi fort. Pour Hooper, c'était un film qu'on devait regarder très 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 fort. C'était une agression sonore autant que visuelle. Et effectivement, il a passé énormément de temps là-dessus pour créer les effets sonores, dont le fameux voilà, dont j'aimais, voilà, je raconte un petit peu comment il a probablement été créé. Il a travaillé là-dessus avec Wayne Bell, qui l'a accompagné aussi après sur d'autres films, et ils ont fait énormément d'essais. Ils ont enregistré des sons, ils ont éclaté des pastèques pour voir le bruit que ça faisait. Ils ont utilisé des instruments à cordes qu'ils ont fracassés ou sur lesquels ils ont passé des limes. Ils ont enregistré beaucoup plus que ce qui a été utilisé. Wayne Bell, je crois qu'il a encore quelque chose comme plus de 10 heures d'enregistrement sonore qui n'ont pas été utilisés. Donc on dit ils ont été un petit peu dans le rush à la fin pour le montage. Et lui, c'était son regret. Wayne Bell, il aurait voulu utiliser encore plus d'effets sonores. Mais lorsqu'on voit le film, déjà, il n'y a quasiment pas de plage vide où on n'entend rien. Je crois que ça aurait été difficile d'en rajouter encore plus. Mais voilà, ça a été un travail qu'il a fait souvent. Il demandait à Wayne Bell de sortir de la pièce. Il faisait tout seul. Et donc là-dessus, voilà, il a raconté qu'il a cassé des os, qu'il a utilisé une double contrebasse. Il y a énormément d'instruments. On n'a pas encore réussi à identifier tous les bruits, comment ils ont été effectués, et tout ce qui a été utilisé pour créer la musique et le son, la bande sonore du film. Mais c'est quelque chose effectivement d'essentiel dans la réussite de Massacre à la tronçonneuse. Et qui est pour le coup pas du tout réaliste en fait, qui procède en fait d'une sorte de volonté hyper expressionniste en fait. On retrouve là, ce qui est très marrant, c'est que Tobe Hooper, dans son coin au Texas, rejoint une partie un courant qu'on trouve en France depuis les années 30-40, de compositeurs qui essayent alors ce qu'on appelle bruitistes, qui essayent d'aborder la musique et le son d'une nouvelle manière. Et c'est un courant que Hooper ne connaissait pas du tout. Ça, c'est vraiment, on a essayé de le rattacher. C'est des voix différentes qui se développent à des époques différentes, mais ils se rattachent pourtant bien concrètement à toute cette école française, qui hélas reste pourtant très mal connue ici.
dont l'importance, je pense, au niveau de la création cinématographique a été essentielle. Oui, tu reviens pas mal dessus d'ailleurs dans le bouquin, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve rarement dans les films. Il y a très peu d'exemples. Massacre à tronçonneuse, pour moi, c'est vraiment le premier film qui réussit à aborder le cinéma comme un art total. C'est-à-dire, évidemment, l'image, mais le son et la musique faisant totalement partie de cet aspect créatif. C'est-à-dire qu'on prend les films de Hitchcock. Hitchcock, la musique, c'était un aspect... il maîtrisait pas. Il utilisait des compositeurs et c'était quelque chose qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas devoir passer ce travail qui était essentiel à quelqu'un qui maîtrisait mieux. Et là, Hooper, ce qui est brillant, c'est que c'est lui qui prend en charge lui-même tout ce travail. Donc, il a un contrôle total et absolu sur son film. Et c'est quelque chose d'assez différent de cinéastes aussi brillants que Stanley Kubrick, mais sur 2001, qui utilisent de la musique déjà créée, déjà existante, de manière illégale d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, il fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Mais en tout cas, dans le terme du long métrage. Si je me trompe pas, et peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais et c'est un film que j'ai pas revu depuis longtemps, mais dans Les Oiseaux d'Hitchcock, il y avait une volonté, je sais pas si ça venait de Bernard Herrmann ou d'Hitchcock lui-même, de composer une sorte de partition avec les bruits des oiseaux. Et ça, finalement, c'est un peu dans le sujet, parce qu'il y a une origine assez forte dans Psychose, qui est vraiment peut-être l'origine un peu du cinéma d'horreur contemporain, le Psychose de Hitchcock. Ouais. C'est vrai que ça a été un film clé, alors qui a énormément marqué Toby Hooper, et c'est quelque chose, voilà, la demeure gigantesque, on voit le Bates Motel, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans pas mal de ces films. On le retrouve dans Massacre à la tronçonneuse, voilà encore cette demeure inquiétante. On le retrouve dans Mortuary, donc vraiment jusque dans ses derniers films. C'est un film qui l'avait profondément marqué, voilà. Même si on aimerait tirer vers un cinéma plus indépendant, c'est vrai que Psychose a été un film qui a révolutionné la face du cinéma d'horreur, ça c'est incontestable. Ouais. Je voulais savoir, parce que vous avez brièvement évoqué la censure tout à l'heure, je voulais savoir comment le film a été reçu au premier abord quand il est sorti en 1974 auprès du public américain, parce que vous parliez du fait que c'était un des premiers films qui ne montrait plus l'ennemi comme étant le russe, le bolchevique ou le vietnamien, mais comme étant un patriote du territoire, si je peux l'exprimer ainsi. Donc comment est-ce que les Américains ont réagi personnellement au début par rapport à ce film, et comment s'en est suivie la censure en fait? Alors étonnamment, aux États-Unis, il n'a pas été censuré du tout. Il a connu aucune coupe, alors que sur le vieux continent, il a connu énormément de problèmes en France, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre. Mais aux États-Unis, non, c'est ça qui est étonnant, le film ne connaît aucune coupe. Après, il va être reçu de manière assez différente. Il va y avoir des critiques, y compris de la presse institutionnelle, qui reconnaissent tout de suite des qualités au film. Il y a effectivement la presse spécialisée qui adore presque unanimement le film. Et il y a le public. Et là, du côté du public, on va se retrouver face à une petite minorité qui va commencer à se plaindre que ce genre de film existe. Je cite pas mal de courriers qui sont arrivés dans la presse aux quatre coins des États-Unis où voilà, des lecteurs disent je suis allé voir ce film au drive-in du coin, c'est inadmissible qu'on autorise des films comme ça à sortir. Donc il y a une sorte de levée de bouclier populaire, mais qui n'aura pas de répercussions concrètes sur la distribution du film et sur son succès. Même à la limite, je dirais que c'est plutôt le contraire. Plus il va y avoir ce genre de courriers qui vont inonder les journaux locaux, plus le film va gagner en renommée et plus les gens vont vouloir le voir. Mais les véritables problèmes de censure, ça va être avant tout sur le vieux continent qu'il va le rencontrer. Un petit peu au Canada aussi, mais finalement très peu aux États-Unis. Mais du coup, les censures étaient dues à quoi? Parce que comme vous l'avez très bien dit, tout n'est que suggéré dans le film. Du coup, qu'est-ce qui a permis aux censeurs finalement d'avoir gain de cause? C'est le grand problème, c'est qu'ils sont incapables de dire exactement. C'est génial là-dessus, les pages là-dessus, c'est juste impossible à couper en fait. Le film, c'est dit par un des censeurs. On ne peut pas pointer du doigt spécifiquement telle ou telle scène, c'est l'ambiance générale qui est problématique. Donc à partir de ce moment-là, pour le distributeur, comment faire? Alors il y a eu René Château qui a travaillé, mais les Anglais ont eu la même histoire, ils se retrouvaient tous, au bout d'un moment, ils coupent 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, et à chaque fois c'est le même retour du côté de la censure, ça change rien. Le film, il est toujours aussi insupportable pour nous, on peut pas le laisser sortir. Et c'est vrai que
comparé à un film, je sais pas, on va dire un truc gore comme Reanimator, où on peut dire, voilà, il y a tel passage gore qui nous pose un problème, on le coupe, on l'exclut, ça passe. Le problème, c'est la teneur même du film. Et là, effectivement, en France, il a eu, j'ai même oublié combien de passages devant la censure, et à chaque fois, c'était le même problème. C'est, non, ça ne nous convient toujours pas. Mais il y a quand même eu 6 minutes d'enlevé, là, qu'est-ce que vous voulez de plus ? On a enlevé toutes les... Ouais, mais c'est l'atmosphère générale qui est problématique. C'est effectivement, même après avoir enlevé les scènes où la scène du crochet, ça enlève pas que le film reste toujours très, très malsain, très glauque. On a beau enlever la scène où Franklin se fait tronçonner sur sa chaise roulante, ça n'empêche pas qu'avant et après, on est toujours aussi mal à l'aise. Donc, il n'y a pas de scène gore, véritablement. Il n'y a pas d'excès de violence, comparé à d'autres films qui vont beaucoup plus loin. Par exemple, Bonnie and Clyde, qui était sorti quelques années auparavant, avait connu du côté de la presse, de la censure et de la presse, le film s'était fait huer aux États-Unis, mais on pouvait spécifiquement isoler les scènes très violentes. En 1974, Bonnie and Clyde, c'est un film presque devenu lambda, ça passe facilement. Mais voilà, il y a un film qui pose un nouveau problème, qui montre beaucoup moins que Bonnie and Clyde, mais pourtant qui va beaucoup plus loin que lui en termes de brutalité et de violence, quoi. Et ça a été tout le problème qu'ont connu les distributeurs, aussi bien en Allemagne, en Angleterre qu'en France. C'était réussir à faire accepter par la censure ce film qui était tout simplement inacceptable. Est-ce que vous savez comment il a eu l'idée de créer ce personnage de Leatherface? Est-ce qu'il a eu des inspirations? Et est-ce qu'on peut aussi parler de films précurseurs par rapport à tous les slashers, généralement? Alors, pour l'inspiration, Toby Hooper a raconté plusieurs fois qu'il s'était inspiré de Ed Gein. Voilà. Alors maintenant, moi je minimise énormément ce point-là parce que en termes d'inspiration, c'est vraiment la discussion. T'as déjà entendu, ah oui, il y a ce mec-là dans le Wisconsin qui a tué, ah ouais, d'accord. Mais c'est tout. Il n'a pas fait de recherche dessus, il a entendu brièvement l'histoire. Et pour moi, on ne peut pas considérer ça, une discussion comme ça, 2-3 informations, comme une véritable source. Donc, oui. Juste pour rebondir, mais après, Ed Gein, comme Leatherface, faisait aussi, par exemple, des abat-jours et des meubles en peau humaine. Oui, totalement. Mais on voit sur les premières interviews qu'il fait à l'époque, dès 1974, ce qu'il raconte sur Ed Gein est complètement faux, factuellement. Il raconte, il parle, j'en cite plusieurs, il dit il a tué une vingtaine de personnes, il était cannibale, tout ça c'est faux. Ed Gein, il a tué une personne, on en est sûr, tout le reste, les histoires de cannibalisme, a priori, ça n'a jamais été avéré. Donc il a une image complètement déformée. Il faut dire qu'Ed Gein, l'histoire d'Ed Gein aussi a été un petit peu popularisée dans la presse nationale, mais plus on s'éloignait du Wisconsin, plus l'effet était déformé. Et quand on retrouve les extraits de presse qui arrivent à New York à l'époque, on est à des lieues de ce qui s'est véritablement passé. Donc les éléments factuels qui ont contribué à la création du film, ils sont pour le moins minimes. Quant à l'influence qu'a eu le film plus tard sur le slasher, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on lit régulièrement, que Massacre à la tronçonneuse, ça a été le film qui a lancé le slasher. Moi, c'est une des choses que j'ai voulu écrire dans le livre. Pour moi, c'est complètement faux. Parce que Massacre à la tronçonneuse, c'est l'anti-slasher par excellence. Le slasher, son but, c'est de montrer de manière grossière, ouverte, gore. Massacre à la tronçonneuse, c'est tout le contraire. On ne montre rien, on suggère. Le slasher, c'est un genre qui est devenu passablement rétrograde avec tu fais un bisou à ta copine, ah bah tu vas mourir. Tu filmes un joint, ah bah tu vas mourir. Vendredi 13, quoi. Dans Massacre à la tronçonneuse, il n'y a aucun... et si vous venez le voir ce soir, regardez-le, c'est un aspect qui est étonnant. Il n'y a aucun rapport physique autre que brutaux. C'est-à-dire, il y a plusieurs couples dans le film. Ils se tiennent pas par la main, ils ne s'embrassent pas. Il y a encore moins une scène d'amour. Et donc, il est
dans le contraire de tous les schémas qui vont être développés après, notamment par Halloween. Pour moi, Halloween, c'est vraiment le film qui pose vraiment tout le standard. Alors c'est vrai que beaucoup ont aimé écrire là-dessus, c'était la base du slasher, mais non. Si on doit retrouver les origines du slasher, ce serait plutôt en Italie, du côté du giallo avec Bava. Là, ouais, il y a vraiment les fondations. Après, il y a Halloween, mais Massacre à la tronçonneuse, ça s'inscrit encore dans une autre dynamique. Avec les têtes, ils se font du fromage de tête. Ils enlèvent la tête. Ils l'enlèvent et ils la font bouillir sans la langue. Et quand la tête est bouillie, ils la raclent pour enlever la viande. Ils utilisent toute la tête. Ils jettent rien. Ils utilisent les joues, les muscles, les yeux, la cervelle, tout quoi. Il faut tout bouillir. Regarde ça. Moi, je veux pas voir ça. La chair des gencives, et puis quand c'est fait, ça fait une belle gelée, c'est délicieux. Ah, je savais pas qu'on mettait tout ça là-dedans. Moi, je trouve ça délicieux. Et toi? Ah ouais, j'adore ça. Ah ouais, t'as raison. Rien qu'à vous entendre, ça me donne envie de vomir. Vous pourriez pas parler d'autre chose? Je suis sûr que t'aimerais ça si tu savais pas ce qu'il y a dedans. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous changiez de sujet. Merci. Je voulais revenir là-dessus c'est dans quelque chose que tu dis dès la préface sur ce truc très franco-français de la suranalyse qui entoure les films d'horreur en particulier, mais aussi beaucoup de part du cinéma. Et je voulais que tu reviennes un petit peu là-dessus. Alors ça, moi, je m'oppose totalement à cette école franco-française qui... dès qu'ils ont un film entre les mains, et en particulier avec le cinéma de genre. Donc là, c'est vrai que toute cette école, on va dire universitaire ou d'art et d'essai, s'est penchée quand même relativement tardivement sur le cinéma de genre, et pour chercher à leur donner une crédibilité, à commencer à l'analyser, mais de manière totalement erronée. C'est-à-dire qu'ils ont posé leur grille de lecture dessus, mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité des faits. Je raconte toujours ce truc. Donne-moi n'importe quel film, je vais te dire que ça parle de la Révolution de 17. Je vais te le démontrer, point par point. Tu me donnes les Aristochats, je vais te démontrer que c'est sur la Révolution de 17. Mais à partir de là, le problème, c'est qu'on est vraiment dans une analyse qui n'a plus aucun rapport avec ni les intentions du réalisateur, ni la création du film. Donc je me pose toujours la question, quel est l'intérêt de ce genre d'analyse? C'est-à-dire, c'est un critique qui cherche à se faire plaisir ou à justifier ses goûts en expliquant que le film parle de peinture, alors que ces éléments-là n'existent pas. Moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, même si j'essaie d'apporter aussi ma petite analyse, entre guillemets, mais je cherche avant tout à rester le plus proche possible du sujet et des intentions du réalisateur. Je vais pas raconter effectivement, j'avais lu que Bosch avait été une grande inspiration sur Massacre à la tronçonneuse. Non, désolé, pas du tout. Sur La Nuit des Morts Vivants, l'impressionnisme allemand des années 20 et 30 avait été essentiel dans la création. Non plus, désolé, pas du tout. Que La Nuit des Morts Vivants était un film profondément antiraciste, non plus. C'est des choses qui sont venues après. Mais voilà, en cherchant à approcher le cinéma de cette manière, moi, c'est quelque chose qui vrai, que m'insupporte beaucoup, surtout sur le cinéma de genre. On perd totalement les fondations de ce qu'est ce cinéma, et on essaye de lui donner une légitimité dont il n'a pas besoin. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir l'aval de tel universitaire ou de tel les cahiers du cinéma ou positif pour pouvoir aimer un film. Ce n'est pas parce qu'un film ne parle pas de révolution, ne parle pas de grands thèmes ou n'est pas lié avec un grand courant artistique qu'il n'a pas des qualités. Et voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment, dans ce livre, et puis dans mes précédents aussi, j'ai voulu essayer de remettre un petit peu les choses à plat à ce niveau-là. Eh bien, merci, Julien. Et c'est vrai que je trouve ça, à titre de lecteur, moi je peux être féru de suranalyse des fois, mais je trouve que c'est très rafraîchissant d'avoir un travail comme ça, presque archéologique et en tout cas très factuel, et surtout que tu t'empêches pas finalement de faire quelques éléments d'analyse aussi. Oui. Et, en tout cas, bravo pour ton livre. Merci beaucoup. Ça va pas chez vous, c'est fermé à cette heure-ci.
Il n'y a plus d'antenne jusqu'à demain, alors il va falloir revenir. Monsieur. Ah non, mais oui, mais ici on est à Radioland, hein, dans l'infini des ondes, les messages ça va, ça vient, ça fait du bien, pas vrai, hein? C'est vous que je préfère, oui. Moi et Boubka, mon petit frangin, on vous écoute tous les soirs, que le bon Dieu fait tous les soirs. La musique, c'est mon rêve. Je l'ai dit. Vu que je suis là, autant que j'en profite. Alors, si je vous fais ma petite demande, vous direz oui, je crois, hein? Bien sûr. Voilà. Si vous passiez... Iron Butterfly!